Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le vice-président Temoko Melie Kone échange avec le président de la BOAD, Banque Ouest Africaine de Développement, et une délégation de l'Union européenne. La situation économique et monétaire dans l'espace UEMOA et dans le monde, ainsi que la coopération Côte d'Ivoire-UE ont été évoquées. La première dame, Dominique Ouattara, était présente à la dédicace du livre « Cela vient du cœur » du journaliste Philippe Pouan. L'ouvrage de 391 pages est une compilation de 100 discours prononcés par Mme Dominique Ouattara depuis 2011. L'auteur révèle les idéaux et les combats menés par la première dame ivoirienne. Le Premier ministre Patrick Achi était aujourd'hui au lycée professionnel sectoriel de Yopougon. Il s'y est rendu pour l'inauguration de cet établissement. La construction a coûté 9 milliards de francs CFA. Ce lycée financé par le CEDD, contrat de désendettement et de développement, va former au métier de l'agro-industrie et de la maintenance industrielle. Enfin, au Royaume-Uni, la première ministre Liz Truss a démissionné. Elle quitte sa fonction après 44 jours de gouvernance. Son successeur sera désigné avant le 28 octobre par le Parti conservateur. Ses projets de baisse d'impôts avaient fait craindre un dérapage des comptes publics. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le vice-président Temoko Melie Kone a échangé aujourd'hui avec le président de la BOAD, Banque Ouest Africaine de Développement, et avec une délégation de l'Union européenne. La situation économique et monétaire dans l'espace UEMOA et dans le monde, ainsi que la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne étaient au cœur de toutes ces rencontres, nous rapporte Awa Touré. La troisième édition du sommet Finances en commun se tient à Abidjan du 18 au 20 octobre. En marge de cette rencontre des banques de développement, le vice-président de la République, Temoko Melie Kone, a échangé avec une délégation de l'Union européenne conduite par le président de la Banque européenne d'investissement sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, notamment dans les domaines du cacao durable, de l'investissement dans les énergies renouvelables et l'accès pour tous à l'électricité. The hospitality extended to all of us who participate in this conference here. Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre une visite de courtoisie à Monsieur le vice-président sur l'occasion de notre présence pour le sommet Finances en commun, qui est organisé par la Banque européenne d'investissement et la BAD en coopération étroite avec l'Agence française de développement. Nous sommes très honorés par la possibilité d'être accueillis par la Côte d'Ivoire pour cette conférence. Nous sommes venus présenter à Monsieur le vice-président le monde des banques publiques de développement. Effectivement, 520 institutions partout dans le monde, une centaine en Afrique qui joignent leurs forces pour lutter contre la pauvreté et lutter contre le changement climatique. Nous avons passé aussi un peu de temps sur les relations bilatérales entre l'Europe et la Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion de participer à une réunion sur notamment la filière cacao, sur laquelle nous, équipe Europe, donc c'est-à-dire l'Union européenne et ses États membres, nous nous mobilisons en force pour justement adresser les trois grands défis, le niveau de revenus des agriculteurs, les questions de la déforestation et la question des travails d'enfants. Les échanges avec le président de la Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD, ont porté sur le fonctionnement de cette institution et la situation économique et monétaire dans la zone UEMOA et dans le monde. Nous lui avons fait un compte-rendu, une forme de reddition de notre augmentation de capital. Vous savez que c'est une opération phare pour la banque, mais également phare pour notre union. Le vice-président, monsieur le vice-président, connaît bien ces sujets, nous a accompagnés, nous a soutenus depuis le début, depuis le départ. À l'heure où nous clôturons cette opération, qui, je le rappelle, est une opération d'envergure, nous levons 1,5 milliard de dollars de capital pour la banque. Cette opération sensible, d'envergure, je le rappelle, a été décrite par le menu détail à monsieur le vice-président. Et je peux dire que monsieur le vice-président nous a félicités
de la façon avec laquelle nous avons conduit cette opération. La Banque ouest-africaine de développement aura 50 ans l'année prochaine. Les questions liées à la célébration de cet événement à Abidjan ont également été évoquées. Autre partenaire ami à la Côte d'Ivoire, les États-Unis renforcent aussi leur coopération avec notre pays. La secrétaire d'État adjointe au Bureau des conflits et des opérations de stabilisation du département d'État américain est en visite justement à Abidjan et ce jeudi même, elle a eu une séance de travail avec une équipe conduite par le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. Les États-Unis accompagnent la Côte d'Ivoire dans son programme de paix et de stabilité. Mama Traoré. Anne Witkowski, secrétaire d'État adjointe des États-Unis d'Amérique aux opérations de conflit et de stabilisation, est en mission d'écoute. Écouter les autorités ivoiriennes sur les actions entreprises pour garantir la paix dans le pays. Cette concertation a également permis au ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, et aux autres membres du gouvernement de formuler leurs attentes concernant le maintien de la stabilité. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir eu l'opportunité d'échanger avec les représentants des différents ministères ici présents. Nous réitérons encore une fois notre désir de soutenir la Côte d'Ivoire et nous sommes conscients de cette relation sur le long terme qu'il y a eu avec l'État de Côte d'Ivoire. La secrétaire d'État adjointe des États-Unis d'Amérique aux opérations de conflit et de stabilisation est en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une tournée au sein des pays du Golfe de Guinée. Tournée s'inscrivant dans la perspective de la mise en œuvre de la stratégie des États-Unis pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité avec des pays partenaires dans le monde entier. Stratégie lancée en avril dernier. Cela vient du cœur. C'est le titre d'une œuvre qui vient de paraître et l'auteur est un journaliste, Philippe Kouon. L'œuvre vient d'être dédicacée. La première dame, Dominique Ouattara, y était. L'ouvrage de 391 pages est une compilation de 100 discours prononcés par Mme Dominique Ouattara depuis 2011. Des discours prononcés en tant que première dame, présidente de la Fondation Children of Africa, présidente du Comité national de surveillance de lutte contre le travail des enfants et initiatrice du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Explication détaillée avec Mahama Traoré. Il y a, dans les discours de Dominique Ouattara, la passion du cœur et la force de la raison. Et de quoi aussi inspirer le journaliste ivoirien Philippe Kouon. L'homme de médias est allé jusqu'à compiler dans cet ouvrage intitulé « Cela vient du cœur » 100 discours marquants sur les 400 prononcés par Dominique Ouattara depuis 2011 dans le cadre de ses activités de première dame et de présidente de la Fondation Children of Africa. Certains demandent ou se demandent pourquoi avoir choisi 100 alors qu'il est facile de prendre en compte la totalité des discours vu qu'ils sont tous disponibles. Eh bien, ce fut un exercice très difficile, mais il fallait faire un choix. Aussi, dans la perspective de réaliser d'autres œuvres plus tard, il nous a apparu judicieux de commencer par ces 100 discours qui ne tiennent pas compte de l'ordre chronologique des faits, mais d'un choix thématique pour ce tome 1. Philippe, sois tranquille. Pour moi, tout ce qui de près ou de loin concerne Mme Dominique Ouattara est bon. Parce que Mme Dominique Ouattara est bonne, grande dans la tête, grande dans le cœur, grande dans la main. Donc le livre qui parle d'elle est forcément bon. Je vous en souhaite agréable lecture. Outre les discours, ce livre de 391 pages est aussi illustré par des photos souvenirs des activités publiques de la Première Dame. La préface, elle, est signée par la ministre Anne Ouloto. Entre les lignes de chaque phrase de ces discours, le lecteur attentif pourra également découvrir de nombreuses valeurs telles que l'harmonie dans le couple, l'amour du travail bien fait, le don de soi, le respect de l'autre, la rigueur, l'esprit d'équipe, la loyauté, la fidélité, et j'en passe. Lorsqu'elle prend la parole, Dominique Ouattara rend hommage à l'artisan de ce travail de mémoire qui aura mobilisé 2 années d'efforts. Cher Philippe, vous me donnez l'occasion de témoigner ici de l'importance de votre métier qui, en plus de participer à l'équilibre de notre société, est un des garants de la mémoire de notre pays. Je suis heureuse que ces discours prononcés sur des tribunes nationales et internationales puissent aujourd'hui être répertoriés dans un seul et même ouvrage.
Santé, éducation, lutte contre le travail des enfants, autonomisation des femmes, l'ensemble des allocutions recensées dans ce livre véhiculent le même idéal. Ce livre est une rétrospective qui confirme le travail accompli jusqu'ici par les équipes de ma fondation et celles de mon cabinet, et j'en suis très heureuse. Merci d'avoir contribué à notre devoir de mémoire collectif. J'ai choisi chaque mot et chaque phrase contenue dans ces discours avec soin et conviction, et j'espère qu'ils auront eu et continueront à avoir un impact positif auprès de ceux et celles qui les recevront. Et ces discours, qui me viennent du fond du cœur, sont couronnés par l'appel que j'ai toujours lancé pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. C'est une exhortation au vivre ensemble, si chère à tous les Ivoiriens, que je n'oublie pas d'évoquer dans chacun de mes discours, à l'endroit de mes sœurs en particulier, afin qu'elles soient des actrices de paix dans leur famille et dans leurs communautés respectives. Parce que ce livre ne serait pas sans les discours de la Première Dame, Philippe Kouan concède volontiers à Dominique Ouattara la dédicace des premiers exemplaires vendus. Mieux, le journaliste écrivain annonce céder ses droits d'auteur sur cet ouvrage à la Fondation Children of Africa. Le Premier ministre Patrick Achi était aujourd'hui au lycée professionnel sectoriel de Yopougon. Le chef du gouvernement ivoirien s'y est rendu pour inaugurer cet établissement. La construction a coûté 9 milliards de francs CFA. C'est un lycée financé par le CDD, contrat de désendettement et de développement, et qui va former au métier de l'agro-industrie et de la maintenance industrielle. Notre pays envisage de faire passer le taux de scolarité dans le secteur de la formation professionnelle de 5% aujourd'hui à 20% en 2030. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Voici le lycée professionnel sectoriel de Yopougon. Bâti sur près de 4 hectares pour une enveloppe de 9 milliards de francs CFA apportés par le C2D, il adresse des formations en agro-industrie et maintenance industrielle. J'ai agréé à cette école parce que d'abord, moi, j'aime la maintenance. J'aime tout ce qui est électrique. Et puis, j'adore l'automatisme aussi. Je veux plus évoluer en automatisme parce que toutes les industries de notre génération sont tous automatisées. Moi, je veux faire l'électricité parce que je vois que tout ce que nous consommons aujourd'hui sont à base de l'électricité. Et je vois que l'électricité, c'est un métier d'avenir et il va continuer d'évoluer. Et je veux faire partie de ces personnes-là qui vont faire évoluer cette filière. Le pays fortement engagé dans une politique d'industrialisation veut mettre à disposition un capital humain de qualité, répondant à la demande du marché en construction, mais surtout gage d'attrait des investisseurs. Aux côtés de la Côte d'Ivoire, pour ce projet, la France, qui a à ce jour investi plus de 50 milliards de francs CFA. Nous sommes ici à Yopougon, dans ce lycée professionnel sectoriel, parce que je crois que c'est la plus belle et la plus forte illustration de cette politique des autorités ivoiriennes, de cette dynamique. 9 milliards de francs CFA d'investissement ici, pour 2 filières clés, la maintenance industrielle, l'industrie agroalimentaire. Bientôt près de 400 élèves, certains sont déjà ici pour se former. Alors que plus de 22 millions de la population a moins de 35 ans, soit 3 Ivoiriens sur 4, la formation professionnelle veut absorber le stock des diplômés sans emploi et autres non diplômés dans une classe ouvrière nouvelle qui bâtisse le pays. Il s'agit de former au sein de ce lycée professionnel un capital humain compétent, indispensable à la vitalité industrielle de notre pays. Notre lycée, d'une capacité de 390 apprenants en formation initiale, prépare au diplôme suivant. Pour la branche agro-industrielle, le BTS conducteur de procédés en 2 années, le BT conducteur en ligne en 3 années, le CAP conducteur de machines en 3 années. Pour la branche maintenance industrielle, le BTS maintenance industrielle en 2 années, le BT agent de maintenance en 3 années. Cette année, en formation initiale, l'effectif enregistré est de 241 apprenants, dont 36 filles. Un maillage dense du centre professionnel va irriguer tout le pays et permettre une remontée plus efficace dans les chaînes de valeur mondiales de nos différentes productions agricoles. Quand une nation veut faire grandir son industrie, pour grandir elle-même ensuite, l'enseignement technique et la formation professionnelle et l'apprentissage se trouvent naturellement et toujours à des places stratégiques. Notre politique engagée permettra également, à travers des programmes spécifiques, de capter le stock des diplômés sans emploi, des élèves déscolarisés, voire non scolarisés, qui représentent un volume par essence
toujours trop important parmi notre jeunesse. Alors même que ces jeunes, loin d'être dénués d'énergie, de volonté et de talent, veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont donc toute vocation à incarner ici cette nouvelle classe ouvrière avec laquelle nous allons bâtir cette Côte d'Ivoire ambitieuse et prospère. Notons que grâce à l'appui du C2D, des centres de formation après Yopougon verront le jour à Daoukro, Daloa et Bampé, Drabo, Dabakala, Korogo, Yamsoukro et Gbéligban pour un montant global de 146 milliards de francs CFA. Et toujours en activité, le Premier ministre Patrick Kachi a lancé la construction d'une usine à San Pedro. La cérémonie de pose de la première pierre de l'usine de transformation de cacao a eu lieu donc à San Pedro et c'est une unité ultra moderne qui sera construite par l'entreprise de l'homme d'affaires ivoirien Koné Dosongui d'une valeur de 73 milliards de francs CFA. Cette usine aura une capacité de transformation de la fève de cacao en beurre, poudre, masse et tourteaux de cacao de 64 000 tonnes par an, une contribution à la politique de transformation locale du cacao impulsée par le président de la République. Le Premier ministre a donc rendu hommage à l'opérateur économique ivoirien à l'origine de cet investissement. Il souhaite d'ailleurs que cette initiative inspire d'autres investisseurs nationaux. Vous aurez le compte rendu complet de nos reporters Jean-Luc Bangbo et Ulrich Adongon. Et la digitalisation de notre agriculture est aussi d'actualité. En marge donc de la cérémonie de pose de la première pierre de l'usine de San Pedro, le Premier ministre Patrick Kachi a lancé le Farming Innovation Programme à San Pedro. Et notez que ce programme d'accélérateur et d'incubateur de start-up vise à promouvoir et accompagner les idées innovantes dans le domaine de l'agriculture. Vous aurez donc le compte rendu complet de nos reporters Jean-Luc Bangbo et Ulrich Adongon dans nos prochains journaux. La Côte d'Ivoire est une destination privilégiée. Justement, une délégation d'hommes d'affaires français est en mission de prospection à Abidjan. Ils veulent explorer les opportunités d'affaires. Ces opérateurs économiques du club Entreprise Bordeaux Afrique ont rencontré la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara. Explication avec Laure Goretti et Rigoré. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Kandia Camara, en plein échange avec des hommes d'affaires français. Ils sont là pour explorer les opportunités d'affaires. Cette délégation est conduite par Maurice Bandama, ambassadeur plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire en France. Ces opérateurs économiques sont pour la plupart issus du club Entreprise Bordeaux Afrique. C'est le ministre délégué Adam Kakou Léon qui a pris la parole au nom de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Il existe des entreprises bordelaises qui sont de longue date installées à Bordeaux, à Abidjan, et des entreprises bordelaises qui travaillent avec la Côte d'Ivoire depuis longtemps et qui ont envie de se développer et même de s'installer en Côte d'Ivoire. La région Bordeaux-Aquitaine et la Côte d'Ivoire sont des régions qui se connaissent et s'apprécient depuis des décennies, qu'ils soient venus pour nous présenter les potentialités de Bordeaux et voir à quelle mesure ils peuvent participer à l'implémentation de notre plan national de développement 2021-2025 est une chose qui est à encourager et nous l'encourageons à revenir. Ce sont au total une dizaine d'entreprises désireuses s'implanter ou s'étendre davantage dans le pays qui effectuent cette mission de prospection. Ces entreprises sont spécialisées entre autres dans les domaines de l'énergie, de la santé et de la communication. Le sommet de la finance en commun se poursuit à Abidjan. Les pays africains appellent à des financements innovants. Plus de 500 banques publiques de développement sont engagées à financer la transformation des économies et des systèmes financiers vers la durabilité. En marge du sommet, l'Alliance des ministres africains de la ville pour le financement a tenu sa première réunion. Elle veut définir la trajectoire des pays africains en ce qui concerne le financement de l'habitat et du développement urbain. La Caisse de dépôt et consignation CDC et la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc ont signé une convention et cette convention vise à mettre en place une filiale chargée des investissements à long terme. La filiale démarre ses activités avec un capital de 35 milliards de francs CFA, nous rapporte Lanciné Bakayoko. À travers cette convention, le Marocain CDG Capital apportera une assistance technique à la Caisse de dépôt et consignation de Côte d'Ivoire dans la mise en place de sa filiale, la facilité d'investissement à long terme.
Cette filiale sera dotée de 35 milliards de francs CFA via des décaissements progressifs sur un prêt de 100 milliards mobilisé par l'État de Côte d'Ivoire auprès de la Banque mondiale. Être un peu votre conseiller financier nous honore dans cet exercice-là. Nous allons puiser effectivement non seulement dans notre expérience, mais aussi partager avec vous ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, essayer effectivement faire en sorte que cette convention en fait, qui nous oblige à tirer le meilleur pour pouvoir vous aider à réaliser vos objectifs. Cet accompagnement de CDC Capital va permettre notamment l'élaboration de la note de structuration de la filiale de CDC Côte d'Ivoire. Cette filiale aura 2 objectifs. Le premier, améliorer l'accès des startups et des jeunes PME au financement de pré-amorçage, d'amorçage et de capital risque. Le deuxième, aider les grandes entreprises opérant dans les chaînes de valeur agricoles. Notre objectif, c'est que la filiale soit opérationnelle à partir de juin 2023, c'est-à-dire avoir fait tous les recrutements et que la filiale puisse commencer donc ses investissements à partir de juin 2023. Les 35 milliards donc, de francs CFA, je pense qu'on a de quoi faire avec ça dans un premier temps. Les 2 parties signataires se sont engagées à rendre efficace l'outil de développement créé par la Côte d'Ivoire. Et pas trop loin d'Abidjan, les acteurs de la chaîne de valeur de l'ananas étaient en conclave dans la ville historique de Grand-Bassam. Ils planchent sur les problèmes qui minent leur secteur d'activité au niveau de la production, la transformation et la commercialisation. Ils veulent identifier les causes de ces écueils et apporter des réponses pour une meilleure compétitivité sur le marché national et international. Permettre ainsi à notre pays, la Côte d'Ivoire, de retrouver sa place de leader dans la filière ananas comme dans les années 70. On va maintenant évoquer la sécurité frontalière. Je vous invite donc à la clôture de la première édition d'Abidjan Border Forum. Cette édition est organisée par la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. Et ce forum a vu la participation de plusieurs délégations de pays étrangers. En rappel, le Bénin était le pays invité et pendant 3 jours, les participants ont échangé autour du thème frontières et sécurité collective. Des recommandations ont été faites pour favoriser une meilleure gestion de nos frontières, nous explique Angela Diallo, Sangaré Adama. Pendant 3 jours, Abidjan enregistre la présence d'une dizaine de pays africains à l'occasion de la première édition d'Abidjan Border Forum. Ce forum pour discuter des questions en rapport avec la sécurité frontalière. Aux préoccupations posées sur la criminalité frontalière, le terrorisme et la vulnérabilité des populations des zones frontalières, quelques recommandations. Renforcer la coordination entre l'UA, les organisations sous-régionales et les États. Sensibiliser davantage les pays membres de l'Union africaine pour une ratification rapide de la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière. Le commissaire général du Forum se réjouit de la réussite de cette première édition. Nous sommes pleinement convaincus que nos espaces frontaliers constituent pour nos pays l'un des points essentiels de la garantie de la sécurité, de la paix. Nous prenons l'engagement devant vous d'œuvrer à travailler dans ce sens afin qu'Abidjan devienne réellement la capitale des frontières africaines. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, représentant le Premier ministre Patrick Achi, salue cette initiative de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire. Les conclusions que nous avons reçues seront transmises. Tous ces engagements de toutes les autres parties prenantes ne peuvent avoir de sens s'il n'y a pas au début un engagement du gouvernement ivoirien avec à sa tête donc le président de la République, donc une vision sur les questions donc de gestion des espaces frontaliers. Lors de cette cérémonie, 5 distinctions ont été remises. Le prix du meilleur acteur frontalier, le prix de la meilleure organisation transfrontalière, le prix de la meilleure organisation coopérative féminine aux frontières, le prix spécial du jury et le prix de l'invité spécial.
Voilà, le reportage d'Angela Diallo, Sangari et Adamo était commenté pour vous par Sidonie Davila. Et ce jeudi 20 octobre s'est ouvert à Port-Louis, dans la capitale de Maurice, la triennale de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. L'ADA réunit les décideurs et les responsables politiques du continent en matière d'éducation ainsi que les partenaires au développement. La Côte d'Ivoire participe à ce programme qui promeut le développement de l'Afrique grâce à des systèmes d'éducation et des formations résilientes. Mamadou Kouassi est notre envoyé spécial. L'impact de la COVID-19 sur le secteur éducation-formation au cœur de cette triennale de 2022 de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA. À la cérémonie d'ouverture de cette rencontre intercontinentale, les experts, les partenaires au développement et les décideurs ont posé les jalons de ce qui préoccupe aujourd'hui le continent africain. Il s'agit de l'éducation en cette période post-Covid-19. La Covid nous a réveillés quelque part et nous a donné l'opportunité de penser notamment à l'innovation. L'innovation en utilisant la technologie, l'innovation en termes de préparation des curricula, l'innovation en termes des enseignants pour qu'ils continuent à suivre une formation continue. Donc il était important qu'à ce moment, après cette période de Covid, de se retrouver ensemble pour réfléchir ensemble comment tenir compte de tout ce que nous avons traversé pour arriver à mettre en place des systèmes éducatifs résilients à l'avenir. Le thème de ces assises, réflexion sur l'impact de la COVID-19 sur les systèmes éducatifs africains et comment renforcer la résilience pour soutenir le développement des compétences pour le continent et au-delà. Occasion pour chaque pays de partager son expérience dans la gestion de la COVID-19 au profit de l'éducation. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Maria Toukone, a saisi la tribune pour parler de la spécificité de l'école ivoirienne. L'accès aux ressources pédagogiques diffusées par les médias partenaires ou hébergés dans les plateformes numériques était entièrement gratuit pour tous les élèves et leurs parents. Le dispositif qui a été mis en place visait les élèves du primaire, du secondaire général, de l'enseignement technique et professionnel, du public et du privé. Et enfin, pérennité du dispositif. Et c'est au vu de tout cela que nous avons pensé à faire des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour repenser notre éducation, pouvoir regarder dans le rétroviseur avec Covid, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que nous pouvons améliorer, qu'est-ce que nous pouvons conserver, et ça a donné un rapport qui nous permet aujourd'hui de faire des réformes. Les participants aborderont au cours des travaux plusieurs thématiques, notamment l'apprentissage fondamental, le développement des compétences techniques et professionnelles, ainsi que la réinvention de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette triennale est la troisième après celle de Ouagadougou, tenue en 2012, et celle de Dakar en 2017. Voilà, en Côte d'Ivoire, on promeut une école de qualité. Les grossesses en milieu scolaire, la lutte se renforce justement. Les grossesses précoces et les mariages forcés, vous le savez, sont des mots qui mettent à mal la scolarisation de la jeune fille, et notamment à Mbengue, département situé dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. Pour trouver donc une réponse à cette situation, le député maire de Mbengue, Ali Kader Koulibaly, a initié une rencontre d'échange avec les jeunes élèves de la localité. Nous Sangaré, Bagasoro connaît de Madondi. Les grossesses précoces sont l'une des préoccupations majeures des populations de Mbengue, localité située dans la région du Poro. Il y a des parents arrivés à un certain âge, ils ne contrôlent plus les sorties. Quand l'enfant vient, il dit « Ah, moi, je dois aller étudier ». Ils ne demandent pas « Ah, tu dois étudier avec qui ?» L'enfant rentre à 22 ans, ils ne vont pas demander où il est quitté. Les élèves elles-mêmes aussi, elles exagèrent en voulant tout avoir comme le matériel. Elles veulent avoir plus que ce que les parents ont avec la facilité. Pour pallier cette situation qui gangrène le système éducatif, le député maire Ali Kader Koulibaly a opté pour une rencontre d'échange avec les jeunes filles, intitulée « Dialogue entre père et fils ». La rencontre a permis à Ali Kader de proposer des pistes de solutions en vue d'assurer le suivi des jeunes filles en difficulté. En attendant de trouver des solutions définitives, nous avons proposé que par établissement, elles puissent créer le club des filles conscientes. Et que par établissement, elles puissent noter des engagements entre les trois parties. Chaque établissement doit dire au niveau des filles quels sont leurs engagements, quels sont les engagements des parents et quels sont les engagements qu'on souhaite que le député maire que je suis puisse prendre. Nous avons promis au moins envoyer dès la semaine prochaine
250 kits scolaires. Faire de telle sorte que l'argument qui consiste à dire que les parents n'ont pas donné les fournitures, c'est pour cela que moi je suis allé faire une grossesse, on puisse retirer ces arguments-là auprès de nos filles. Présent à cette rencontre d'échange, le directeur général de la radio-télévision ivoirienne RTI n'a pas manqué de témoigner sa gratitude au maire pour l'initiative. Je pense que c'est une initiative qui non seulement mérite d'être encouragée, mais d'être généralisée. Parce que écouter les enfants, je pense que c'est une porte essentielle pour sensibiliser et également trouver des solutions durables. Cette rencontre du député maire avec les jeunes élèves de Mbengue s'inscrit dans la vision du plan stratégique d'accélération de l'éducation des filles. Et on retrousse aussi les manches contre la corruption. Et dans notre pays, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption a choisi Yamoussoukro pour lancer officiellement les rencontres anti-corruption. C'est un cadre de sensibilisation de toutes les couches sociales. Et il s'agit ici d'instaurer à tous les niveaux des pratiques saines pour favoriser la bonne gouvernance. Kadé Sogodoro. Salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro. Epiphane Balozoro est face à la population dans toute sa composante. Ici démarre un concept nouveau, les rencontres anticorruption. L'idée est de renforcer les connaissances des populations afin de bouter hors de la Côte d'Ivoire la corruption sous toutes ses formes. Le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est à la première étape d'une tournée nationale. Dans une approche de promotion et de vulgarisation de la culture éthique de responsabilité et de redevabilité, les rencontres anticorruption visent à sensibiliser et à former les populations ainsi que les acteurs socio-économiques en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Cette activité périodique, avec des couches dédiées, vient non seulement pour renforcer les connaissances des populations sur les pratiques anticorruption, mais également pour impliquer l'ensemble des populations dans la lutte contre la corruption. Un cadre qui répond aux attentes des populations. Nous, en tant que jeunes, sommes d'autant plus fiers de voir qu'au plus haut sommet de l'État de Côte d'Ivoire, la question de la corruption est une question essentielle. Tout ce qui s'est fait, c'est pour nous. Parce que quand le pays est moins corrompu, il y a assez de fonds qui rentrent dans les caisses de l'État, il y a la création de l'emploi qui va avec. Nous nous engageons pour que la corruption soit boutée hors de la Côte d'Ivoire. Avec les efforts du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous sortons de ce lot-là, de 130e à 104e. Bientôt même, peut-être, nous serons les premiers à être des pays non corrompus. Parce que, avec le président Alassane, c'est la qualité. Après Yamoussoukro, les rencontres anti-corruption mettent le cap sur la cité balnéaire de San Pedro. L'esprit et la lettre ne changent pas. Et sur la scène politique, l'Union fraternelle des cadres et élus du Grand Nord, UGN, a procédé à l'inauguration de son siège à Abidjan, précisément dans la commune de Trècheville. Et c'était en présence des membres du bureau exécutif national de l'organisation. Suleiman Donisongui et Moussa Konaté nous expliquent. Commune de Trècheville, boulevard de Marseille. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment se trouve le siège de l'UGN, l'Union fraternelle des cadres du Grand Nord. Il dispose de 6 bureaux, d'une salle de réunion et d'une salle d'attente. C'est désormais ici que s'effectueront les rencontres et activités de l'organisation. Au lendemain de la mise en place du bureau exécutif de l'UGN, l'une des ambitions immédiates du président, c'était de doter l'UGN d'un siège moderne. Ce siège a été aménagé à hauteur de 6 millions de nos francs. Pour un meilleur fonctionnement, l'UGN s'est doté d'un plan d'action stratégique 2022-2025. Pour le président, l'acquisition d'un siège vient faciliter les différentes rencontres en vue de la mise en œuvre opérationnelle de ces objectifs. C'est un outil qui nous permet de travailler efficacement. Chaque cadre élu fait ce qu'il peut en son âme et conscience, peut-être individuellement, peut-être dans un cadre collectif. Mais tout ça, ça mérite d'être organisé dans un cadre un peu plus cohérent, de sorte à ce que nos activités, nos actions puissent être évaluées, puissent avoir un impact significatif sur la population. L'Union fraternelle des cadres du Grand Nord a été portée sur le fonds baptismal le 13 novembre 2021 à Korogo. Le bureau exécutif de l'Union est constitué de 11 vice-présidents, 11 conseillers et 20 secrétaires.
Et à l'étranger, un couvre-feu a été instauré au Tchad après de violents heurts survenus à N'Djamena, la capitale, et dans plusieurs autres villes du pays. Ce jeudi, des violences ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants opposés à la prolongation de la période de transition. Le chef du gouvernement a décrété un couvre-feu jusqu'au rétablissement total de l'ordre, alors que le bilan est très lourd. De 30 morts, on est passé à 50 selon le dernier décompte. On va terminer par le Royaume-Uni où la première ministre Liz Truss a démissionné. Elle quitte sa fonction après seulement 44 jours de gouvernance. Son successeur sera désigné avant le 28 octobre par le Parti conservateur. La présentation est fin septembre dernier de ces projets de baisse d'impôts massive et d'un soutien colossal pour faire face aux factures énergétiques avait fait craindre un dérapage des comptes publics. Au maximum, 3 députés conservateurs pourront être officiellement candidats à sa succession. Et pour les conservateurs, l'enjeu est de trouver quelqu'un capable à la fois de rassembler le parti et d'inspirer confiance. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Demain 20h, retrouvez Kolo Coulibaly. Continuons de promouvoir la paix, trésor inestimable dans notre très beau pays.